Merci à tous d'être présents. On va faire l'effort effectivement de se démasquer, ceux qui parlent se démasquent et se remasquent pour laisser la place aux autres. C'est ce qui est, à mon avis, la meilleure solution pour que d'une part vous nous entendiez, mais qu'on reste en conformité avec les règles sanitaires, évidemment. Merci à tous de votre attention et surtout merci 1000 fois à Véronique Tufal-Nerson, Hubert Flichy à distance et Pierre Brégout d'avoir accepté d'animer ce webinaire destiné à nos confrères travaillistes au sujet de Zen Prud'homme, qui fait partie des belles initiatives de l'ordre, sans dévoiler un suspense insoutenable. Je crois pouvoir dire d'ores et déjà que c'est une très belle initiative de l'ordre que j'ai, je dois dire, un peu découverte à la faveur de cette campagne. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé intéressant de vous donner la parole et de discuter en effet de cette initiative ordinale et des suites qui pourraient lui être données à la faveur de la campagne. On va donc tout de suite donner la parole à Hubert qui a, selon l'ordre que nous avons dégagé, la parole en premier. Il faut peut-être remettre le micro. Alors, faut qu'il le remette lui-même, en fait. Hubert, il faut... Voilà. Voilà, vous m'entendez? Bonjour à tous. On m'a dit que vous étiez très nombreux, c'est formidable. La technique nous permet de nous retrouver malgré les circonstances. Une campagne, c'est l'occasion de rencontrer les confrères pour les candidats. C'est l'occasion aussi de réfléchir aux améliorations des services. Et puis là, précis, c'est l'occasion de parler d'une belle institution de l'ordre que peut-être on peut encore améliorer, mais qui a atteint un degré de maturité, on va dire, important. Et je suis sûr que ça plaît beaucoup à la fois à Julie et Vincent qui ont comme maître mot l'efficacité et le professionnalisme. Si toutes nos institutions étaient de la sorte, ce serait sûrement formidable. Ils nous ont interrogés sur Zen Prud'homme. Est-ce que c'est vraiment efficace? Peut-il l'être encore plus? Si oui, comment? C'est un peu à ces questions-là qu'on va essayer de répondre. Le contexte Covid est ce qu'il est. On a choisi le webinaire et on l'a adapté. On ne pouvait pas être plus de 6, on est 5 en réalité. Et puis, un avantage certain, c'est que personnellement, je ne pouvais pas être à Paris, étant retenu par un très très gros dossier qui va me prendre 15 jours sur l'île de Ré. Donc, ça m'a bien agréable de pouvoir néanmoins être avec vous maintenant. Les participants peuvent chatcher, je ne sais pas si je suis encore en ligne ou pas. Oui, les participants peuvent chatter de façon à ce que ce soit interactif et on recevra au fur et à mesure les questions qu'ils pourraient nous poser ou les commentaires qu'ils voudraient faire. Bien, n'hésitez pas, vraiment, c'est ce qui rendra cette affaire vraiment passionnante. Alors, autour du micro, on a bien entendu d'abord les candidats. Julie Couturier, candidat au bâtonnat. Je trouve qu'elle est particulièrement bien placée pour participer à cette réunion. Non pas je ne crois pas qu'elle soit vraiment travailliste, mais en tous les cas, une grande spécialiste des procédures. Je dis bien des procédures et du droit processuel, et qui est à ce titre-là capable de faire la synthèse entre les différentes procédures existantes, les raisons, les tenants et les aboutissants de chacune d'elles, les comparaisons que l'on peut faire, et sans doute ce qui permet d'avoir une certaine imagination pour améliorer notre système en matière sociale. Sa compétence, on la connaît tous en la matière. Elle a été une formidable présidente de droit et procédure, et elle a la passion de la procédure. C'est quelque chose qui m'étonnait un peu à une époque, et finalement, plus j'en ai fait, plus je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est une matière essentielle et qui conditionne beaucoup notre activité. À côté d'elle, bien entendu, notre candidat au vice-bâtonnat, Vincent Nioré. Là aussi, je trouve formidable qu'il soit là. Pourquoi? Parce que il y a deux raisons à ça. D'abord, parce que son activité, que tout le monde connaît, auprès des juges d'instruction en matière
en matière de perquisition est essentiel et lui permet d'avoir une très forte habitude des relations entre magistrats, parce que je crois qu'on peut considérer les conseillers prud'hommes comme des magistrats, et les avocats. Et ça, c'est une première caractéristique. La seconde caractéristique qui me paraît très forte aussi, c'est que le pénal, qui est sa matière favorite, est une matière orale, et qui, vous le savez bien, s'apparente beaucoup à la nôtre en bien des aspects. Et donc, je pense que il pourra véritablement nous apporter une expertise intéressante. Vient ensuite Véronique Tuffa-Merson, bien sûr, bien connue spécialiste du droit social. Elle a tout fait en matière. Elle est ancien conseiller prud'homme, elle est secrétaire de la conférence, elle a été membre du Conseil de l'ordre, elle est membre actuel du CNB. Donc, vous voyez, elle est toujours aussi dans l'actualité. Et elle est vice-présidente de la commission formation au CNB, qui est aujourd'hui quelque chose de très, très important. Je suis ravi de la retrouver. Et nous avons j'ai beaucoup apprécié, en tous les cas, de préparer ensemble ce webinaire. Alors, vient après, à côté, enfin, disons que c'est notre public, c'est celui qui va vous représenter les uns et les autres, parce que malheureusement, on ne pouvait pas être en interaction avec tout le monde, mais il est là un peu pour nous titiller, pour nous poser des questions, pour réagir. Le fameux Pierre Brégoux, Pierre qui a aussi eu beaucoup d'activités, mais qui est surtout, j'insiste beaucoup, le candidat au CNB aux prochaines élections, et qui, à ce titre-là, pourra représenter utilement tous les travaillistes, de quel côté qu'ils soient. Il a aussi le grand avantage, sur beaucoup d'entre nous, d'avoir été et d'être toujours président d'une section d'un conseil de prud'homme, et donc il voit un peu les deux côtés, il peut réagir, et il est en plus conseiller prud'homme et président de section dans un CPH qui n'est pas lié véritablement avec Zen, si ce n'est sous réserve de l'élargissement dont peut-être Véronique nous parlera. Donc c'est intéressant parce que il connaît comme avocat parisien les résultats que peuvent donner Zen. Il connaît comme président de section ce qu'on n'a pas quand on n'a pas Zen avec soi. Donc, c'est formidable qu'il soit avec nous. Et puis, j'en suis très fier puisque Pierre est un membre du bureau d'Avocial. Et à ce titre-là, j'ai l'occasion souvent de le rencontrer et d'apprécier la pertinence de ses jugements. Alors, il nous manque une personne essentielle, elle est désolée, c'est Laurence Boyer. Laurence Boyer, qui est ancien membre du Conseil de l'Ordre et qui, avec Marie-Alice Jourde, a mis en place toute cette machine formidable qu'est Zen. Elle était totalement indisponible aujourd'hui. Elle s'en excuse beaucoup et elle a pourtant un rôle essentiel dans cette affaire, non seulement dans sa création, mais même encore aujourd'hui, puisqu'elle fait un peu, si je peux dire, le rôle de cour de cassation. Elle est là pour essayer de contrôler et d'unifier les avis qui sont rendus pour qu'on n'ait pas trop de divergences et que c'est contribuer ainsi à la crédibilité très forte de l'institution. Alors, elle travaille bien entendu avec tous les référents. Elle travaille aussi avec les membres du Conseil de l'Ordre qui ont été désignés par le bâtonnier pour gérer toute cette affaire. Elle va beaucoup nous manquer, mais nous ne manquerons pas, en tous les cas, nous, de notre côté, de lui dire quelles ont été vos questions et vos réactions. Voilà ce que je voulais dire rapidement pour présenter les uns et les autres. J'ai sûrement oublié beaucoup de qualités, mais vous m'en pardonnerez. D'abord, j'ai oublié l'essentiel, c'est de se présenter quand même. C'est dû à la modestie légendaire que tout le monde connaît. Oui, peut-être couper le micro. Alors, il l'a coupé, c'est bon. Oui, Hubert ne s'est pas présenté, mais je pense que Hubert, c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on se pratique. C'était une joie. Je remercie Julie et Vincent de nous avoir permis de travailler ensemble sur ce webinaire. C'est un grand bonheur. Évidemment, Hubert était membre du Conseil de l'Ordre, mais surtout pour moi, c'est un exemple pour les jeunes, parce qu'après avoir travaillé 25 ans dans un grand cabinet que je ne nommerai pas, c'est le cabinet de notre bâtonnier Gilles, il a monté son cabinet, il a réussi à créer une marque. C'est quand même exemplaire, parce que je crois que c'est un modèle très contemporain de jeunes qui se lancent et qui deviennent des marques. Et puis, il a le sens collectif de la profession et il a créé un syndicat. Il n'y a pas tellement de syndicats qui ont été créés avec succès. Il a créé Avocial,
parce qu'il a le goût d'aider les confrères, de la confraternité, il aime la profession. Voilà. Au-delà de défendre les intérêts de ses clients, il a su constituer ce cabinet. Et moi, je veux dire que Hubert, tu es un modèle. Tout ce que j'ai à dire. C'est bien, lui couper le micro, il ne peut pas répondre. On lui a coupé le micro, il ne peut rien dire. Alors, m'est impartie la tâche de... comme le dit Guy Martinet, je te remercie Guy. Alors, déjà, dans ceux qui sont là, j'ai plein d'amis, je vous remercie d'être là. Guy Martinet rappelle que Hubert est le promoteur de l'arbitrage en matière sociale parce que Hubert est très prospectif et il a toujours une idée 10 ans avant les autres. Et il la réalise et ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Guy de ton commentaire. Alors, compte tenu des participants, je vais présenter Zen Prud'homme. Beaucoup sont des travaillistes. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et de rappeler l'origine quand même de Zen Prud'homme. Parce que historiquement, les relations des confrères Prud'homme ont toujours été un peu tendues. Je dis ça sobrement. Et au Conseil de l'Ordre, on a eu quand même quelques saisines, quelques encombrements sur des irritations de confrères. Et donc, le Conseil de l'Ordre avait, il y a des années, c'était France Lepani qui l'avait rédigé, fait un vadémécum du savoir-vivre, du savoir-être. Donc, ça faisait des années qu'on tournait autour de cette question. Et quand est tombé le décret de 2016, là, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde parce qu'on avait un Conseil de Paris qui n'était pas prêt à appliquer le texte, une réforme profonde de la procédure et des difficultés accrues entre confrères dans une incertitude sur la façon de fonctionner. Et c'est comme ça que le Conseil de l'Ordre a voté la charte du Zen Prud'homme en 2016, en juin 2016, qui est rentrée en application en octobre 2016. Alors c'était donc deux membres du Conseil de l'Ordre en exercice qui étaient donc Laurence Boyer et Marie-Lise Journe qui ont fait ce travail. Alors ceux qui sont des prud'homistes se connaissent très bien, Vincent et Julie. Je pense que ça pourra vous aider, donc je vous ai apporté ça. Voilà. Pour que vous partiez de la documentation quand même. On est témoins. Voilà, tout le monde est témoin. Et l'idée, c'était très très innovant de fixer des règles parce que à l'époque, on n'avait pas le cadre processuel très strict qu'on a en matière civile ou dans d'autres matières, et ça laissait prise à des initiatives des uns ou des autres, conseillers prud'hommes inclus d'ailleurs, qui fixaient des dates de calendrier, etc., des tas de difficultés. Donc la charte, elle est extrêmement brève, elle comporte 4 articles. Donc, article de rappel du texte applicable, avec cette innovation rentrant en application en août 2016, qu'il fallait faire des conclusions, etc., etc. Ce qui était pour nous extrêmement important que de faire rentrer en fait du travail, on essaie de faire des conclusions et de les penser le meilleur. Alors que la procédure est orale, comme vous le savez, avec l'ambiguïté au prud'homme que sans représentation obligatoire et oralité ne veut pas dire non-respect des contradictoires. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Enfin. Et l'idée, ça a été de dire, voilà, on fixe des règles, et le Conseil de l'Ordre l'a voté, et ça s'appliquait pour les avocats parisiens, c'est « je suis un demandeur bonus ». Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait, ma requête est motivée, j'ai tout fait bien, j'ai communiqué mes pièces, et le défendeur a conclu moins de 2 mois avant la date de plaidoirie. Donc, je peux demander le rejet de ces pièces et conclusions. Une capacité qui avait été intégrée depuis le 25 mai 2016, l'article R1454-19 du Code du travail. Je suis un demandeur vigilant, c'est-à-dire que j'ai conclu, mais je n'ai pas tenu tellement les délais. J'ai un peu dépassé, mais c'est au moins plus de 3 mois avant la date, ce qui permet quand même au défendeur de conclure. Et le défendeur m'a fait de mauvaise manière, il a conclu 8 jours avant l'audience. Donc je peux demander le rejet des pièces et conclusions. Troisième principe, je suis un demandeur malus. C'est moi qui suis demandeur. J'ai communiqué et conclu moins de 2 mois avant l'audience. Le demandeur peut demander le renvoi et je dois m'y associer. Le défendeur conclut et communique ses pièces avant l'audience. Je ne peux pas demander le renvoi. C'est moi qui l'ai mis dans une mauvaise situation. Je ne dois pas demander le rejet des pièces sans son accord. Voilà. Et article 4, donc les avis
des référents ad prud'hommes sont émis sous réserve de l'appréciation du Conseil des prud'hommes. Et ça, c'est fondamental parce que c'est l'articulation entre l'avis rendu par les référents. Je tiens à le signaler, ce qui est extrêmement important, c'est que, oui, Madame Amar vient de rendre hommage à Laurence Boyer et Marie-Lise Jourde pour cette initiative, parce que ça nous paraît important, et Laurence continue de façon parfaitement bénévole, et elle relie tous les avis. Elle se donne un temps considérable, elle organise tout, elle organise les dîners des référents prud'hommes, elle organise tout ça avec un grand désintéressement et vraiment l'amour de la profession. L'idée a été, au début, ça a été effroyable, parce que le Conseil prud'homme de Paris ne voulait pas qu'on installe notamment une permanence physique, parce que le génie de Z Prud'homme, ça a été de dire, soit on saisit avant, et il y a une permanence numérique. Et on se rend compte d'ailleurs dans les statistiques que j'ai apportées que la plupart des avis sont sur la procédure numérique. Et on a la réponse le jour même. Donc le référent appelle les confrères, organise son contradictoire, voit où est la difficulté et rend un avis communiqué aux deux. Ou alors, il y a une permanence physique, et là on est deux. Ça c'est une question qu'on a beaucoup débattue, de savoir s'il fallait être un ou deux référents. Et parfois il y a rien, il ne se passe rien, c'est de 12h30 à 2h. Et parfois, comme ça nous est arrivé, on a 2 incidents lourds à gérer en même temps sur les 4 étages. Enfin, maintenant, avec le Covid, c'est plus difficile. Mais... Donc, on a dû intervenir à 2. Et puis, parfois, ça peut être très utile parce qu'il y a une éthique, une déontologie. Si un des référents a de près ou de loin un rapport avec l'affaire, l'autre peut statuer. S'il y a une hésitation, ils peuvent échanger. Il est même arrivé, par exemple, quand on était empêché, qu'on puisse téléphoner à un référent qui rende son avis pour qu'on ait un avis collégial. Et ce qui est particulièrement ce qui m'a intéressé, c'est que ça n'est pas l'affaire de l'entre-soi. C'est-à-dire que la plupart des référents sont des confrères qui pratiquent la matière, mais qui ne sont pas membres du Conseil de l'Ordre ou anciens membres du Conseil de l'Ordre. Et ça, c'est très intéressant parce que l'avis rendu, ce n'est pas un avis déontologique, ce n'est pas la carotte ou le bâton ordinal, c'est simplement d'écouter les confrères dans le secret, de voir avec eux ce qu'ils ont à dire, de leur demander, et c'est magnifique ce qui se passe, quand un confrère n'a pas conclu, il n'a pas fait ce qu'il fallait, on a entendu des choses très émouvantes, hein, et on demande aux confrères si on peut en parler à l'autre, et souvent ça apaise beaucoup les relations entre les confrères, et ensuite, ça c'est pour les permanences physiques, on sert de filtre, en fait, on rend un avis, et l'avis est communiqué aux confrères, il est écrit, il est communiqué aux confrères et à la juridiction. La juridiction fait ce qu'elle veut. Alors, l'histoire a démontré que la juridiction suit considérablement les avis des référents. Pourquoi ? Parce qu'on est impartiaux. Parce que c'est paritaire. Il y a des avocats qui sont avocats d'employeurs, d'autres avocats de salariés, d'autres avocats des deux. Et que je pense que parce qu'on est des praticiens de la matière, qu'on connaît les confrères. Ça, c'est très important. Et surtout, en ce moment, au barreau de Paris, on est plus de 30 000, on se connaît. C'est en plus très sympathique parce que on a un temps d'échange avec les référents qu'on rencontre, on rend nos avis et on arrange des tas de choses. Et dans le secret. C'est-à-dire que s'il y a un confrère, par exemple, qui n'a pas conclu parce qu'il a un cancer, il n'a pas envie de raconter sa vie, il nous le dit. Il nous autorise à en parler avec l'autre confrère. Et dans ces cas-là, on peut très bien, nous les référents, s'arranger avec les greffiers, voir les avis, parce que les renvois au prud'homme sont très très loin, et avoir un renvoi à brève date. Alors, on comprend que c'est tendu entre les confrères, parce que si c'est renvoyé 1 an, il faut pouvoir expliquer au client pourquoi on est confraternel, c'est parfois difficile, mais le référent Z Prud'homme faisant le nécessaire, on va voir le greffier, on va voir la juridiction, et on obtient un renvoi à 3 semaines, 1 mois. Exemple, aussi en permanence, disons qu'on a un confrère qui a un peu oublié de conclure, où il a eu un peu peur de son dossier, il est un peu débordé, toutes choses qui peuvent arriver, et sous une amicale incitation, il prend l'engagement de conclure dans les 8 jours. L'audience est à 1 mois, et l'autre confrère dit écoutez, je vais regarder, en fonction de si je dois répondre ou pas, si je peux répondre ou non, et on s'arrange. Et il y a un suivi entre les permanences numériques et les permanences physiques. Quand on prend la permanence physique, on a les avis numériques rendus pour l'audience, son siège. Donc il y a à la fois quelque chose d'extrêmement fluide sur les avis rendus, et en même temps un outil souple avec le fait que les confrères se parlent. Alors quelquefois, ils ont eu des rapports inexistants ou désagréables, on va dire. Rugueux. Et le fait que nous soyons là
pour moi, c'est défendre la profession. Avec justement des confrères, on n'est pas au Conseil de l'Ordre, on est entre travaillistes. Et on insiste beaucoup pour dire que nous ne sommes pas l'ordre des déontologies parce que, et Julie, tu sais bien, en procédure, on frôle parfois la déontologie. Donc là, l'idée, c'est que s'il y a un vrai problème déontologique entre les confrères, on les invite à saisir l'ordre. Nous, on reste sur notre avis technique. Voilà. Partant de là, au début, donc les magistrats, et surtout M. Sauvage, étaient très hostiles. Madame Arendt est intervenue, et alors on a eu beaucoup de chance d'avoir cette magistrate parce qu'elle était très favorable à ça, et on a pu obtenir un local. Il faut savoir quand même que au Conseil des prud'hommes, nous ne sommes pas seuls à assurer la défense. Il y a les défenseurs syndicaux, et comme vous le savez, les conseillers des prud'hommes sont désignés par les syndicats. Donc, c'est évident qu'on est local, c'est évident qu'on existe. Et Mme Arendt, en 2017, a rendu hommage à cette initiative à la rentrée solennelle. Et M. Sauvage, président du Conseil des prud'hommes, aux deux rentrées de 2018 et de 2019 auxquelles nous assistions, Pierre et Hubert, a rendu hommage à ces prud'hommes parce qu'ils ont vu l'intérêt de ces prud'hommes. Et maintenant, ils n'arrêtent pas de vanter l'avantage de ces prud'hommes. Le président Sauvage, il appelle Laurence, il nous appelle en amont, Clarisse Surin, qui est la déléguée, une des déléguées du bâtonnier pour les prud'hommes, et il ne tarit pas d'éloges sur cette preuve, et les juridictions nous renvoient les confrères. Quand on est en permanence, quand ils sentent que ça commence à devenir très violent, ils nous renvoient les confrères pour convaincre. Alors, évidemment, tout le monde est bénévole. Alors, je le dis à Madame le futur bâtonnier et Monsieur le bâtonnier, il y a une époque, on avait une salade en permanence, et puis restriction budgétaire, nous n'avons plus de salade. Voire avec sauce. Voire avec sauce, éventuellement. Maintenant plus. Et 2 fois par an, on fait un dîner qui est très sympathique, que Laurence organise à nos frais, je dois le dire, et on échange tous les référents. On a fait appel à des référents parce qu'il y a une circulation aussi, il y a beaucoup de confrères qui sont présentés, il y a eu 40 référents nouveaux, et c'est une communauté qui s'est instaurée, je pense qu'il faut aller vers ça, le généraliser. Ça a tellement emballé les gens qu'il y a eu un accord avec les barreaux de France pour que Zen soit compétent, les confrères qui viennent de France. Nous réglons aussi plein de choses, parce que la charte est un peu ancienne maintenant. Il y a plein de problèmes. Et donc, en marge de l'exigence de zone prud'homme, parce qu'ils nous font confiance. Et moi, j'ai réglé en difficulté avec des confrères qui n'étaient pas des barreaux d'Île-de-France. S'ils acceptent notre compétence, évidemment, nous agissons, nous espérons pour le bien de tous. Et moi, je dis merci à tous mes référents chéris que je vois apparaître comme participants. Et j'aimerais bien que vous puissiez éventuellement... Enfin, je suis ravie de vous faire partager cette... Je voudrais juste ajouter un petit mot pour dire que c'est particulièrement méritant d'être parvenu à ces résultats-là, parce que il ne faut pas oublier que on est dans un contexte bien particulier. On est au conseil de prud'homme, et on n'est pas les seuls au conseil de prud'homme à défendre. Il y a aussi les délégués syndicaux, donc c'est un petit peu compliqué avec les délégués syndicaux. On ne peut pas avoir les mêmes règles et imposer nos règles aux délégués syndicaux. Et malgré ça, eh bien les choses ont l'air de bien se passer. Et puis par ailleurs, bon, je vous apprends rien, bien sûr, les travailleurs, ceux qui sont habitués à fréquenter le conseil de prud'homme, par définition, on est dans un système paritaire où quand même, qu'on le veuille pas, chaque partie, la partie salariée ou la partie employeur, défend un petit peu quand même ses intérêts. Ça exacerbe souvent les conflits, et restaurer une neutralité aussi grande que possible, c'est pas quelque chose de simple. Enfin, c'est une matière où le code d'ailleurs l'exigeait autrefois. On plaide en présence des parties, et chacun sait que bon, ça peut donner
la tentation d'en faire un peu trop quelquefois pour les confrères, parce que il faut pas que le client soit déçu en quelque sorte, et ça facilite pas forcément les arrangements et les conciliations, même au niveau de la procédure elle-même. Alors le tout en plus, bon, ça vous le savez, ça intervient dans un contexte qui est difficile, et c'est une préoccupation qu'on est nombreux à avoir. Pour les avocats de droit social en ce moment, le nombre d'inscriptions a beaucoup baissé. Il paraît que les saisines sont en train de reprendre un petit peu, tant mieux. Alors, il y a des causes à ça diverses. Il y a la perte de confiance, probablement, des Français dans leur juridiction, puisque ça affecte aussi d'autres juridictions comme le tribunal de commerce. Il y a indéniablement le système de la barémisation, que je ne critique pas, c'est pas le sujet, mais de fait, à partir du moment où on sait beaucoup plus vers quoi on va comme condamnation, eh bien, il y a une tentation plus forte de trouver l'arrangement ou de simplement pas plaider si on s'aperçoit que de toute façon, ça vaut pas la peine. Enfin, il y a des complications de la procédure qui ont fait que les confrères sont un peu plus gênés aujourd'hui. Il faut qu'ils fassent une requête dès l'instant où ils sont saisis. Ça veut dire en pratique qu'il faut qu'ils demandent des honoraires très tôt. Tout ça ne facilite pas l'engagement des affaires. Alors, on n'est pas là pour souhaiter évidemment qu'il y ait plus de dossiers, mais enfin, il faut quand même être réaliste. Notre métier ne peut travailler que s'il y a des dossiers. Et pour qu'il y ait des dossiers, il faut qu'il y ait des juridictions qui fonctionnent. Et c'est en cela que Zen Prud'homme, dont la vocation initiale est de faciliter le fonctionnement du Prud'homme, contribue même économiquement à la vie du barreau. Voilà le petit point de vue, que je voulais ajouter. Alors, de mon côté, ce que je peux vous donner, c'est les statistiques de Zen Prud'homme. Donc, ça a commencé en octobre 2016. Et 575 saisons, 339 avis rendus. J'ai le détail, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me demander, je vous le publierai période par période des numériques et physiques. Pourquoi 575 saisines et 339 avis? Parce qu'il y a plein de choses qui se règlent sans avis, quand même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a été amené à régler des difficultés qui pouvaient le jour. Par exemple, hier, il y a fait référence, la nécessité, lors du dépôt de la requête, d'avoir donné tout son argumentaire et communiqué ses pièces, a pu, entraîner des difficultés du côté des défendeurs qui se plaignaient d'avoir pas reçu de leurs confrères le fait qu'ils ne concluraient pas alors qu'il y avait une date de conclusion, de bonne ou de mauvaise foi. Donc ça, on a été amené à régler. Et également, les procédures de contestation. Parce que nous sommes avocats et que nous ne sommes pas hors de juridiction. Donc tous les avis sont relus par Laurence jeudi. Et Laurence, elle intervient, comme Laurence Boyer, comme un recours si les confrères ne sont pas d'accord. Et il y a un deuxième recours qui a été créé, qui est Alain Weber. Et donc, ça nous a parlé d'Alain Weber. Vous expliquerez peut-être à nos confrères s'ils le souhaitent qui est Alain Weber et ce qu'il fait alors. C'est l'antichambre quand même de la disciplinaire, etc. Donc c'est important qu'il puisse également intervenir s'il y a un désaccord. Bien évidemment, enfin, s'il y a le moindre dossier qui intéresse de près ou de loin un référent, c'est Laurence, dans ce cas-là, qui rend l'avis. Toujours. Donc, ce que je conclurai en disant que moi, je remercie beaucoup aux gens qui sont inscrits à ce webinaire d'être venus et de vouloir dire si, comme nous le pensons avec Hubert et Pierre, il faut impérativement non seulement continuer Zen Prud'homme en l'adaptant. Alors, je ne vous cacherai pas que les saisines de Zen Prud'homme ont baissé. Comme le disait Hubert, on a eu, nous, en social, une très forte baisse des contentieux. Pierre, tu le diras aussi avec Créteil, je pense. Ou pas. Ou pas. Effectivement, tu as une réserve de magistrats conséquents, pardon. Enfin, moi, je le dis en tout cas, il y a une très forte baisse des contentieux, et là, il y a une remontée des contentieux. Voilà. On constate ça. Alors évidemment, pour les confrères travaillés, c'était un très grand facteur d'inquiétude. Ça a contribué à faire aussi baisser les saisines de Zen Prud'homme. Mais pour autant, je pense qu'il faudrait peut-être envisager de le reproposer au barreau périphérique. Voilà. Sachant que nous, évidemment, à Paris, on intervient parce qu'on est les membres du barreau de Paris qui assurons ces permanences. Voilà, moi je voudrais, si possible, et si vous le souhaitez, que les participants nous disent s'ils partagent notre avis, qu'il faut impérativement continuer Zen Prud'homme.
remettre la charte à jour peut-être et continuer cette expérience qui, à mon avis, marche très très bien depuis 4 ans. Merci beaucoup Véronique et Hubert. C'est vrai que cette initiative dont j'avais évidemment entendu parler, mais dont j'ai vraiment pris connaissance à la faveur de la préparation de ce webinaire avec Hubert, Véronique et Laurence, c'est tout ce qu'on aime à l'ordre en fait. Soyons clairs, l'ordre est souvent critiqué, la perception qu'on en a est souvent mauvaise, mais on a comme ça quelques initiatives, quelques mécanismes que les confrères ne connaissent pas et qui sont absolument formidables. Qui sont formidables pourquoi? Parce que l'ordre est complètement dans son rôle et dans sa fonction. La fonction de l'ordre, le rôle de l'ordre, c'est de régler les conflits entre avocats. Hein. Le bâtonnier est incontestablement le juge de paix de la profession. Donc, une institution, si je puis dire, comme Zen Prud'homme, est complètement dans le rôle qui doit être celui de l'ordre et du bâtonnier, juge de paix, réglant les conflits entre les confrères, mais avec une certaine souplesse. Je pense que c'est ce qui est extrêmement appréciable, c'est-à-dire la célérité, la souplesse, la confidentialité. Il y a une forme de légèreté, si on peut dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un mécanisme lourd, c'est un mécanisme agile, et je pense que c'est ce qu'attendent les confrères. C'est le deuxième point, à mon sens, c'est que ce que veulent nos confrères, c'est que l'ordre leur rende des services. L'ordre est là pour ça, pour leur rendre des services, pour être une entreprise de service. Et là, on est là encore complètement dans le rôle de l'ordre et effectivement dans cette notion de service que nous souhaitons évidemment développer, contre le fait qu'à partir du moment où on évite aux confrères de s'écharper, si l'on peut dire, devant la juridiction, devant leurs clients et devant les conseillers prud'hommes, c'est en même temps l'image de l'avocat et l'image de la profession qui en est améliorée. Donc ça, c'est effectivement très, très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'idée, entre guillemets, de la démocratie participative, parce que Véronique l'a souligné, et je salue par exemple Sandra Amar, en effet, que j'ai vu dans la liste des participants, qui est un des référents Zen Prud'homme et qui maintenant se présente au Conseil de l'Ordre. Il est tout à fait formidable et souhaitable, en effet, que des confrères qui ne sont ni membres du Conseil, ni anciens membres du Conseil, s'investissent aussi de façon bénévole, indépendamment de l'institution. Et ça, je trouve que c'est assez formidable. Et d'ailleurs, ça leur donne envie, manifestement, de s'investir encore plus et de donner du temps à leurs confrères, ce qu'on ne peut évidemment que saluer. Le dernier aspect que je voulais saluer dans Zen Prud'homme, c'est un effet un peu indirect, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Hubert a eu la gentillesse de rappeler que je m'étais un peu occupée d'une association qui s'appelle Droit et Procédure, dont une des fonctions et un des rôles, c'est justement les relations avec les juridictions et de gérer, entre guillemets, pour le compte de l'ordre, les relations avec les juridictions par tout un tas là encore, de petites initiatives au cas par cas, de groupes de travail qui font que nos relations au quotidien s'améliorent parce qu'on arrive à faire comprendre nos contraintes aux magistrats, qu'on essaye de comprendre les leurs et qu'on aille dans un dialogue. Zen Prud'homme, c'est aussi ça. À partir du moment où nous servons, si l'on peut dire, sur un plateau aux juridictions et en l'occurrence au Conseil de Prud'homme des solutions, ça évite en effet des tensions et du coup tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que les confrères qui participent et qui se font entre guillemets aider par Zen Prud'homme et qui arrivent à trouver en effet des solutions et à rendre des avis en sortent, si je puis dire, contents, mais la juridiction en sort contente aussi parce que ça lui évite d'avoir à gérer un incident qui est géré en amont. Alors voilà, ces quelques mots pour vous dire qu'encore une fois, c'est vraiment tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut développer à l'ordre. Le service, la démocratie participative, l'amélioration de l'image de la profession et la convivialité d'une communauté d'avocats qui ont la même pratique. Ça, je pense que c'est effectivement très important. C'est l'occasion aussi de saluer le développement de ce... Plus exactement, Zen Prud'homme a fait des petits, si je puis dire, puisqu'il existe également Zen JAF, puisque c'est une autre matière, le droit de la famille, dans laquelle on peut rencontrer un certain nombre de tensions. Zen JAF, d'après ce que je sais, fonctionne aussi assez bien. Je pense qu'il faudrait peut-être maintenant aller plus loin, c'est-à-dire essayer d'identifier d'autres domaines, d'autres matières dans lesquelles on pourrait faire et développer et décliner cette formule zen pour apaiser les relations entre les confrères.
encore une fois, au bénéfice de tous, puisque c'est tout à fait dans l'esprit et dans l'ADN de Zen Prud'homme et d'autres professions, c'est-à-dire des confrères impartiaux qui connaissent la matière et les problèmes posés, qui peuvent venir soutenir les avis devant la juridiction, qui n'influent pas sur la solution au fond et qui vont suggérer des solutions et rendre effectivement des avis si nécessaire. C'est donc une formule qui pourrait en réalité se décliner dans d'autres matières. Si on reste sur Zen Prud'homme, on peut envisager, Véronique en a dit un mot tout à l'heure, mais peut-être de l'étendre naturellement en discutant avec les bâtonniers d'Île-de-France, puisqu'on sait très bien que nos confrères parisiens vont assez régulièrement devant les conseils de Prud'homme, de Bobigny, de Créteil, en tout cas effectivement de la proche couronne parisienne. Et il serait donc peut-être intéressant qu'on mutualise un peu ce système et qu'on aille le porter pour que l'apaisement des tensions ne soit pas évidemment réservé à Paris, si l'on peut dire, intramuros. Donc, vraiment bravo à vous pour le temps que vous donnez. Merci au nom des confrères, si l'on peut dire, même si là, je ne les représente pas, mais vraiment, il faut saluer ceux qui s'engagent, ceux qui donnent du temps pour leurs confrères. Vous faites partie de cela et pour ça, bravo et merci. J'y vais dire. Et je perds mes lunettes, j'enlève mon masque et j'arrive. Merci pour l'organisation de cette séance sur la zénitude. Et Julie a bien raison de vouloir étendre cette très belle expérience. Moi, je redécouvre la matière prud'homale. Il m'est arrivé de plaider au Conseil des prud'hommes il y a fort longtemps pour des affaires qui étaient liées à des litiges de nature correctionnelle, mais peu importe. Exporter Zen dans d'autres matières, bien sûr, et Julie a bien raison de le dire, mais pour autant, comme le souligne Hubert, que nous ayons encore des dossiers et surtout des audiences. L'Ordre de Paris a fait un communiqué tout à l'heure en posant des questions sur la possibilité d'avoir des audiences encore devant la 9e du tribunal judiciaire. Et avec peut-être l'indication d'un dépôt de dossier compte tenu de l'état de santé de tel ou tel magistrat. Est-ce que l'audience est en péril? Est-ce que la parole est en péril? Est-ce que l'oralité qui domine le litige prud'homal, le litige pénal, est susceptible de demeurer encore? C'est une vraie question. Si on veut étendre Zen Prud'homme à la matière pénale et faire Zen pénal, pourquoi pas? Nous allons y réfléchir. Zen perquisition au cabinet d'avocat, Zen audience de contestation du JLD suite à contestation de perquisition. Pourquoi pas pour pacifier, alors non pas les relations entre confrères, mais les relations entre avocats et magistrats, car c'est la question que tu m'as posée, Véronique, dans le plan que tu m'as remis. Et pourquoi pas? Parce que, en fait, si je lis la charte Zen Prud'homme, on voit que l'objet même conçu par Laurence Boyer et Marie-Alice Jour était d'anticiper les difficultés et litiges entre confrères, mais nécessairement pour faire bénéficier le magistrat d'une solution apaisée, puisque ce n'est plus le magistrat qui règle la difficulté, mais ce sont les confrères qui, sous l'autorité donc d'un membre du Conseil de l'Ordre, enfin de permanents, qui interviennent pro bono, bénévolement, bon, qui règlent cette difficulté-là. On évitera qu'à un moment donné, un magistrat fasse appel au service de police pour éjecter un avocat d'une audience. C'est arrivé une fois, mais c'est arrivé. Donc, ce rôle-là est fondamental pour pacifier, et tu dis apaiser. Apaiser n'est pas dans la charte, puisque pacifier la relation avocat-magistrat, l'apaiser, et ce qui passe peut-être déjà, alors dans certaines matières, par une résolution des incidents avec les avocats, mais dans certaines matières, il n'y a pas de difficulté entre avocats. Tu m'as demandé de faire un lien entre perquisition et droit social, Zen Prud'homme, j'essaie de le faire, mais après tout, l'idée est judicieuse, parce que nous pouvons le faire, et nous pouvons apaiser justement par l'intervention d'un tiers que l'on désignerait à un instant T, et faire en sorte qu'un climat explosif, ou habituellement explosif, ne le soit pas, et ne le soit plus du tout. Moi, j'y suis, à titre personnel, totalement favorable. Julie, bien sûr, et nous allons travailler ces questions et les ajouter à notre programme, parce qu'elles me paraissent vraiment fondamentales. Il faut étendre les chartes zen à bon nombre de matières et faire en sorte que l'ordre ait une part plus prépondérante dans la résolution des difficultés entre avocats et par extension, pour une meilleure gestion,
de la relation avocat avec les magistrats, qui est la garantie finalement d'une bonne justice. Nous n'avons aucun intérêt à multiplier les difficultés, aucun intérêt à, comment dirais-je, revendiquer la guerre. Je l'ai déjà dit, qui veut la guerre avec son cortège d'horreur? La guerre, c'est l'horreur, nous ne voulons pas, on emploie ces termes de guerre avec un magistrat, ça n'existe pas. Et finalement, pour terminer, alors, sans oublier, bien sûr, les difficultés pratiques liées à l'exercice de la défense. Les cas extrêmes, nous les empêcherons autant que faire se peut. Mais pour revenir d'une manière générale à une règle que nous appliquerons, nous ferons les efforts pour pacifier les relations. Pierre, parce que l'avis de Pierre me paraît extrêmement important. Monsieur le Président, mon cher confrère. Moi, j'ai un rôle très facile ce soir parce que on m'avait demandé deux choses. D'une part, de faire la synthèse des questions et d'autre part, d'être témoin, avocat de base comme je suis. Question, il n'y en a pas. Voilà. Donc, je regarde effectivement le chat et je salue d'ailleurs notre consoeur Gladys Wabila qui nous écoute depuis Kinshasa. Nous la saluons. Voilà, donc c'est un webinaire international, s'il vous plaît. Bon. Donc, question, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, en fait, vous avez eu un exposé brillant de tous les trois prédécesseurs de présence physique et d'Hubert dans son île lointaine, qui vous ont exposé très clairement ce qu'était vraiment Zen Prud'homme. Et on remercie à nouveau au passage les deux fondateurs, c'était Laurence Boyer et Marie-Alice Jourdes, qui ont mis en place un outil extrêmement intéressant, puisqu'il est là pour apaiser les tensions, non seulement entre avocats, mais éventuellement entre avocats et magistrats. Alors, je passe au second volet de mon intervention, c'est-à-dire témoin avocat de base. Alors, en tant qu'avocat parisien qui plaide à Paris, très franchement, on a vu de manière radicale un changement. Il n'y a plus ces débats extrêmement houleux avec des invectives, des avocats qui plaident des renvois avec des mots extrêmement désagréables que la morale et la décence m'interdit de répéter ici. C'est totalement insupportable et on a donné au barreau de Paris une image à un moment qui était un peu détestable. Tout cela a changé grâce à Zen Prud'homme et on peut remercier ce système. En tant que référent, parce que j'étais référent Zen Prud'homme, j'ai fait une parenthèse puisque Hubert a oublié dans ma biographie que je suis ancien président de la CNBF, président d'honneur et je me suis beaucoup occupé de la défense de la CNBF. Et je fais une parenthèse, il faut continuer parce que le pouvoir nous prépare quand même une réforme avec l'intégration de la CNBF dans un régime général, je ferme la parenthèse. Voilà, donc en tant que référent, c'était beaucoup d'honneur, effectivement, que de trouver une solution d'apaisement. Alors nous étions deux, employeurs, salariés, mais en réalité, nous étions la représentation de Zen Prud'homme. Toujours d'accord. Avec beaucoup, comment dirais-je, des souvenirs parfois douloureux. J'ai souvenir d'une consoeur qui sollicite un renvoi puisqu'effectivement atteinte d'une maladie grave et j'ai appris qu'elle était décédée quelques mois plus tard d'un cancer. Elle nous expliquait, dans la confidence de cette petite pièce au premier étage du Conseil de Prud'homme, la raison pour laquelle elle sollicitait le renvoi puisqu'elle n'avait pas pu se mettre en état. Et nous sommes allés d'abord discuter avec la greffière et je souligne là la qualité des rapports que nous avons au Conseil de Prud'homme de Paris entre les avocats et les greffiers. Les greffières, spécialement la section encadrement, nous avons exposé la situation à la greffière, qui est allée l'exposer au président, et le renvoi s'est fait de manière totalement apaisée, sans que nous ayons l'obligation d'exposer devant les autres confrères et le public présent la situation dramatique de cette consoeur. Donc j'en garde une expérience douloureuse, mais c'est effectivement, nous n'avons pas le choix des noms de renvoi dans ces situations-là. Mais en temps là, les conseillers de Prud'homme, c'est vrai qu'à Paris, Véronique l'a dit avec beaucoup de, comment dirais-je, de manière un peu arrondie, mais il y a une très grande résistance des conseillers Prud'homme employeurs, spécialement, sur cette Zen Prud'homme, et c'est un secret pour personne, le président Sauvage n'en voulait pas. Et puis finalement, ils se sont aperçus que, après tout, si les confrères étaient en tension, autant qu'ils règlent ça
en dehors de l'audience, et aujourd'hui, la question ne se pose pas. Le moindre incident, et je ne suis pas témoin récent d'un incident entre avocats, soyons très clairs, à Paris, eh bien, cela est réglé de manière apaisée. Les conseillers de prud'homme parisiens ont totalement inclus ce process de Z prud'homme. Dernier point, si je puis dire, Créteil. J'ai le bonheur d'exercer comme conseiller de prud'homme à Créteil depuis plusieurs années, à la section encadrement. Hélas, Z prud'homme n'a pas franchi le périphérique, en tout cas dans cette partie-là, par le 94. J'ai régulièrement des incidents de communication, de pièces, de conclusions tardives, d'invectives à l'audience des confrères, ce qui est totalement déplorable. Alors j'ai mis en place, même si le code de procédure civile ne le prévoit pas, je prépare toujours mes audiences, j'ai cette faiblesse, et j'appelle les confrères, en principe une semaine avant l'audience, pour savoir si les dossiers sont en l'état. Quand il y a des problèmes de communication, de pièces ou de conclusions tardives, j'essaye de le régler en dehors de la juridiction et avant l'audience de jugement elle-même, pour éviter, encore une fois, d'exposer des tensions, de voir les confrères se battre quasiment physiquement une fois, c'est totalement désagréable. Donc, j'ai totalement entendu le message de Julie et de Vincent. Je sais qu'ils plaideront pour un rapprochement de l'extension de Z prud'homme dans les tribunaux périphériques, et j'ai bien noté la démarche qu'ils effectueront lorsqu'ils seront élus, puisqu'ils seront élus. Pierre, quand je t'entends comme ça, évidemment, je pense qu'il faut, tu peux le faire en tant que produit de ton mandat, que les présidents de conseil des prud'hommes sollicitent les ordres aussi. À une époque, je participais à la commission d'amélioration du code alimentaire, et à l'époque, il y avait 80%, 90% des confrères dans les affaires à Nanterre qui étaient confrères parisiens. Donc on avait réglé des tas de problèmes, parce que je représentais le barreau de Paris, aussi bien pour le transfert des dossiers, enfin des tas de problèmes matériels. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette matière pour améliorer la vie des uns et des autres. Et ça marche très bien. Donc, pour moi, j'espère que tu seras élu au CNB et que tu pourras aussi faire en sorte qu'il y ait un mouvement avec les juridictions, les ordres. Et encore une fois, quelqu'un comme Laurence, elle a été à Nanterre, elle est prête à former, les référents sont prêts à former qui on veut. Je pense qu'on est même prêt à former des binômes avec des confrères, des barreaux, des conseils limitrophes. Voilà, et ça, c'est ce que tu peux faire toi, en passant par la juridiction. C'est ce que je pense. Très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Mais... Nous, en tout cas, on est extrêmement preneurs de toutes ces initiatives extrêmement concrètes qui permettent de faciliter au quotidien la vie des confrères. Bien sûr. Et puis parce qu'en prud'homme, quand même, et c'est pour ça, Vincent, que je te parlais du pénal, pour nous, l'audience, la plaidoirie, c'est encore un sujet. Je sais toutes les difficultés qu'il y a, et c'est le pénal et le social, ce sont encore des matières où les plaidoiries ont un sens. Alors, pour moi, enfin, quand j'étais avec Hubert, on s'est dit qu'on allait te solliciter. Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, entre avocat de partie civile et avocat de prévenu sur la communication? Oui, il peut y avoir des difficultés, oui, bien sûr, mais qui sont, à mon avis, d'après ce que j'en sais, aisément résolues. Mais il est vrai que, non, poursuivre, étendre zen, prud'homme à la matière pénale peut assouplir la relation, oui, bien sûr. Non, mais les problèmes de communication de pièces appartiennent à la gestion quotidienne des procédures. On ne peut pas les éviter. Je pense qu'il faut multiplier cette initiative pour prévenir, en tout cas, des difficultés. Il faut être présent. Et de la même façon, on en parlait avec Laurence, de mettre à l'étude quelque chose, justement, qui serve de relais entre les confrères et l'ordre. Parce que les membres du Conseil de l'ordre sont débordés. La tâche est immense, on est très nombreux. Et franchement, moi, merci à tous ces confrères spécialisés matières qui sont prêts à s'investir, de voir en déontologie, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais ce qu'on voit, je voudrais préciser quand même, parce que Véronique, tu parles d'oralité, mais on voit bien que tout est très, très écrit en matière prud'homale, en matière pénale aussi.
Bien sûr, et la procédure pénale ne s'invente pas. On ne s'invente pas avocat pénaliste, bien sûr. Et l'avocat pénaliste, c'est d'abord un avocat qui a la science de la procédure pénale. Et ça n'est pas facile. C'est une matière assez complexe, et donc dans laquelle on écrit beaucoup aussi également. Alors se posent en fait exactement les mêmes problématiques qu'en matière prud'homale, lorsqu'un avocat de la défense, par exemple, souhaite soulever la nullité des procédures, pour autant que ce soit possible devant le tribunal, mais imaginons, et se pose alors la question du délai pour communiquer les écritures. Bon, il y a parfois des audiences de fixation, bien sûr, mais on peut ne pas respecter le calendrier en fonction de ce que l'on découvre dans un dossier, et puis de la date du moment auquel on rentre dans le dossier, auquel on peut succéder à un confrère, par exemple. Et donc, si bien devoir redéfinir tout un calendrier. Bref, on a à peu près les mêmes difficultés possibles. Et donc, d'où la nécessité peut-être d'avoir un zen pénal dans la matière pénale. Alors, sur une question, ce que je pourrais dire, c'est que la permanence physique est assurée au CPH de Paris de 12h30 à 14h30, salle C11. C'est-à-dire, c'est la section encadrement. C'est la première salle avant le couloir. Pour ce qui est de la permanence numérique, on vous a indiqué l'adresse mail, mais on peut aussi saisir sur le site de l'ordre, c'est saisine E majuscule-zen. Et là, la réponse est dans la journée. Alors, ce que je voulais ajouter également, c'est qu'il y a déjà une permanence des membres du Conseil de l'ordre en matière pénale, qui est assurée par bon nombre de confrères, dont Yassine Yakouti, notamment, puisqu'il m'en a fait état, mais il existe déjà une permanence, mais pour régler les difficultés avocat-magistrat. Là, la tâche est plus ample. Aurélie. Bonjour Aurélie. Bon, oui, bonjour Aurélie. Alors, la question que tu poses, effectivement, est importante, puisque c'est l'une de mes interrogations fondamentales, c'est de savoir combien de temps le Conseil de prud'homme sera indépendant, puisque les mandats actuels se terminent en 2022 et il n'est pas impossible que l'on nous prépare une intégration au tribunal judiciaire et dans un endroit particulier qui s'appelle le pôle social qui fonctionne puisque c'est l'ex-TAS qui maintenant est le tribunal judiciaire. Comment dirais-je, l'oralité ou l'écrit, le décret de 2016, je parle des spécialistes, le décret de 2016 a réduit l'oralité puisque vous savez que lorsque les parties sont représentées par des avocats, seul compte le dispositif des dernières conclusions échangées. Donc, on n'est plus tout à fait en oralité des débats. Mais la question que tu poses, elle est effectivement beaucoup plus large. Quid du sort du Conseil de prud'homme en 2022 ? Vous avez vu les réformes qui sont en cours d'ailleurs avec les questions au Conseil de Bourg d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'efficacité. Efficacité, c'est bon. Je savais que c'est le mot utilisé par ceux qui veulent absolument mettre fin à cette juridiction. En fait. Donc, il y a péril. Je pense que tous les travaillistes, on est très attachés à la prud'homie, qu'on soit côté d'ailleurs, côté patronal ou côté salarié, il y a un consensus extrêmement fort entre nous. Et je pense qu'on a besoin de notre ordre pour défendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, et que il faut impérativement que l'ordre participe au débat et soit très actif à la chancellerie et ailleurs pour maintenir cette juridiction à laquelle je crois nous sommes tous très attachés. Alors, par exemple, il y a eu un article très critique qui a été publié la semaine dernière sur le fait qu'il y avait 58% de taux d'appel des conseils de prud'homme. Enfin, je suis désolée, nous qui sommes travaillistes, nous savons que le taux d'appel est exactement, de mémoire, je n'ai pas les chiffres, mais très très comparable au taux d'appel des juridictions de première instance au tribunal judiciaire. Donc il faut arrêter. Même chose pour les délais, etc. Donc on est souvent victime d'invectives infondées et pas assez travaillées. Donc nous, on a vraiment besoin que l'ordre nous aide. Justement là-dessus, avec Julie, nous nous battrons pour l'oralité, le maintien de l'oralité. Je réponds à la question de René Chevet. Donc, il n'est pas d'exercice possible de la profession d'avocat sans plaidoirie, sans oralité et surtout sans audience. Et pour qu'il y ait une oralité, encore faut-il qu'il y ait une audience. Donc, le combat, c'est pour le maintien de l'audience et de l'oralité. Ne jamais oublier que derrière un dossier, ce que nous défendons à travers l'oralité, c'est simplement l'humanité du dossier qui est quand même
une des valeurs de notre serment. Voilà, alors il faut que la plaidoirie soit évidemment utile, mais je sais que vous, travaillistes, vous avez l'expérience de cette plaidoirie utile et qui essaye d'être effectivement interactive. Mais donc on a évidemment nous à balayer devant notre porte, évidemment les avocats, bien évidemment, mais il est absolument indispensable et en effet de se battre pour l'oralité qui est une valeur pour nous tout à fait essentielle. Aurélie parle de l'appel parce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'à la cour d'appel on souffre beaucoup quand même avec des magistrats. 7 minutes et demie chacun. Exactement. Voire 8 pour les bavards. Voilà. Donc là, merci Aurélie parce que je pense qu'on peut quand même beaucoup. Il y avait eu à une époque un dispositif qui était arrêté, qui était la standardisation de, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, des arrêts de façon automatique avec les motivations automatiques. J'ai participé à des groupes de travail, ça s'est heureusement arrêté. Toi qui es juge en première instance, on privait le juge de toute innovation pour lui donner l'arrêt qui tombait de la Cour de cassation. Et moi, j'en avais discuté avec des magistrats à l'ENM qui disaient qu'on tuait l'innovation juridique. Ça, c'est extrêmement grave. Alors, il y avait un outil qui s'appelait Arpège, qui est un peu dépassé maintenant, et je sais que la chancellerie travaille depuis quelque temps sur un nouveau modèle où vous avez effectivement vous tapez un thème et ça vous sort un bloc de raisonnement juridique. Ouais, absolument. Pour l'oralité, je voudrais juste faire remarquer qu'en Grande-Bretagne, un procès qui en France prend une demi-heure à l'audience, prend une bonne demi-journée, quelquefois plus, à Londres. C'est-à-dire que, et je pense qu'il y a devant les Industrial Tribunals, ça fonctionne, je crois, bien, mais ça fonctionne avec de l'oralité, avec des témoins qu'on interroge, qu'on voit. C'est très impressionnant, mais ça doit coûter cher, c'est vrai, mais ça fonctionne. Et Hubert, rassure-nous, tu es bien à l'île de Ré, pas à Guernsey. La Brexit. Ils font demander l'adresse mail. Ça, il y avait ça fait- Il n'y a pas d'autre. Non, je crois que... Merci. Merci à tous. Merci infiniment à vous tous pour votre attention. Merci à Hubert, Pierre et Véronique pour ce travail. Et bravo de loin à Laurence et à Marie-Alice d'avoir mis en place ce système profitable à tous. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.